Bonjour, bonsoir. Vous l'avez remarqué, je ne suis pas Pierre Fernandrache. Aujourd'hui, notre arbitre préféré n'est pas là, mais avec mon frère Mickaël Tapiro, nous allons remplacer l'arbitre en faisant de l'auto-arbitrage. On va voir si ça va marcher. Bonjour Franck, comment vas-tu? Moi, je vais très bien. Ça va Pierre, si tu nous entends? Émilie Gomis, ancienne ambassadrice des Jeux Paris 2024, encore dans la tourmente avec un tweet qui fait question. Un nouvel épisode pour cette fameuse cérémonie d'ouverture des JO. Il y aurait maintenant un plan B, un plan C. C'est le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé. Alors, bien entendu, il y aurait d'un autre côté le Stade de France ou le Trocadéro. Est-ce un aveu d'échec ou au contraire une bonne idée plus raisonnable? Nous allons le voir ensemble. Aya ou pas Aya, toujours notre président de la République, omniprésent Macron, qui insiste et qui signe. Aya Nakamura sera présente à la cérémonie d'ouverture. On passe du rouge au violet. Je veux bien entendu parler des pistes d'athlétisme. Et oui, la piste d'athlétisme en France sera de couleur violette. Émilie Gomis, ancienne ambassadrice des Jeux Olympiques Paris 2024, de nouveau sur les feux de l'actualité. Elle s'est faite remarquer en postant un tweet en faveur de l'Iran et de son attaque perfide. Franck? De toute façon, il ne faut plus s'attendre à d'autres choses de la part d'Émilie Gomis. Vous savez, au lendemain du 7 octobre et du pogrom en Israël, le 9 octobre, elle a posté sur les réseaux sociaux une carte de France qui petit à petit se recouvrait du drapeau d'Israël, comme si bien entendu il y avait une forme d'enjuivement de la France. Donc, Donc le 9, c'était le 9 octobre, bien avant la riposte israélienne à Gaza. On est bien avant. Nous, on l'avait repéré. Le monde entier était était surpris de cette prise de parole qui n'avait absolument rien à voir pour une ambassadrice qui doit porter des valeurs de l'olympisme, des valeurs universelles, des valeurs donc qui doivent sortir de tout clivage politique. Et là, elle s'était vraiment mise en porte-à-faux par rapport à son rôle. Donc on avait demandé... Plus qu'en porte-à-faux, hein. On rappelle, Émilie Gomis, c'est une championne, une grande championne de basket, qui a été médaillée olympique à Tokyo et qui se signale depuis le début du conflit avec des tweets haineux, anti-juifs, appelons-le clairement. Et aujourd'hui, alors ça fait débat, mais surtout ça fait polémique parce que elle est quand même ambassadrice de Paris 2024 jusqu'en janvier. On le rappelle qu'elle a été virée. Elle a été aussi suspendue parce qu'elle faisait partie de la commission des athlètes au sein du CNOSF. Mais il y a eu un scandale, c'est qu'elle a fait un message d'excuse qui finalement était, on l'avait dit ici d'ailleurs, une grosse hypocrisie. Elle ne pensait pas un seul mot de ce qu'elle a écrit en disant « je m'excuse, je n'ai jamais voulu ». Et finalement, quand elle a été vraiment virée, là elle s'est lâchée. Elle a dit « bon, perdu pour perdu, viré pour virer, j'y vais à fond ». Elle n'a pas arrêté de faire des tweets anti-juif, anti-israélien, ce qu'elle appelle, elle, anti-sioniste, alors qu'il y a une loi, bien entendu, contre ça. Et le week-end dernier, elle a justifié l'attaque de l'Iran en disant que tout pays a le droit de se défendre. Donc elle a bien entendu repris la casquette qu'on l'avait connue dès le 9 octobre. On a bien vu que ce n'était pas ni une maladresse de sa part ou une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de ce qu'elle a écrit. C'était juste de la haine des Juifs. Ouais, ce qui est assez dramatique, c'est que voilà, le symbole olympique, d'ailleurs hier c'était la flamme olympique sur le symbole de paix. On rappelle que l'olympisme avait été créé dans les Jeux antiques justement pour créer une trêve militaire entre les belligérants, etc. Et là, quelque part, elle jette de l'huile sur le feu, mais surtout, en tout cas pour ma part, je trouve que ça fait très très mauvais genre de savoir qu'une ex-ambassadrice qui représentait la France et qui représentait les Jeux Olympiques à Paris 2024 se comporte de la sorte, sachant que, encore une fois, et c'est important, sans faire de discours géopolitique, on l'a vu dans ce conflit, beaucoup de pays musulmans n'ont pas été forcément derrière l'Iran, et bien au contraire, grâce aux accords d'Abraham, ont même favorisé la défense. Je parle de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. Heureusement que Gomis n'est plus ambassadrice et l'olympisme s'en sort grandi. Un nouvel épisode dans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Là, ça y est, c'est le président de la République Emmanuel Macron qui l'a annoncé. En cas de menace terroriste, il y aura bien un plan B et un plan C. Alors le plan B, ce sera de réduire à l'espace du Trocadéro cette cérémonie d'ouverture. Et le plan C, ce sera de téléporter tout le monde au Stade de France. Est-ce un échec? Est-ce un aveu d'échec ou au contraire une bonne idée? On va le voir en images. Il y a des plans B et même des plans C. Oui. Je vais être très clair avec vous. Ouais. Et on les prépare en parallèle. On a une cérémonie qu'on prépare qui serait limitée au Trocadéro, par exemple. Et donc, on ne ferait pas toute la scène si on se dit, si l'analyse permettait de... S'il faut restreindre le lieu. Exactement. Voire
qui rapatrierait. Enfin, un plan B, enfin un plan C. Ça fait plusieurs mois déjà sur ce plateau que nous sollicitions les pouvoirs pour savoir s'il y avait une alternative. Rappelez-vous, il y a encore quelques semaines, c'était il n'y a pas de plan B. Ça voulait dire qu'on assumait parfaitement, moi ce que j'ai appelé le défilé croisière au bord des quais de Seine, entre le pont de l'Alma et le pont Alexandre III. Sincèrement, en valeur absolue déjà, l'opération est infaisable. On l'a vu, la jauge est passée de 600 000 à 300 000 autour des quais. Et il y a tellement de dangers, tellement de difficultés dans la sécurité et dans l'organisation que pour moi, ça me paraît intenable. Alors, merci, Monsieur le Président, on a enfin un plan B, un plan C. Maintenant, la question qui se pose, c'est que, et commençons par le plan C, a priori, il est infaisable. Le Stade de France, il y a des compétitions avant et il y a des compétitions après. Donc il y a priori, impossible. Maintenant, quant au plan B, autour du Trocadéro, effectivement, ce serait peut-être une voie sécuritaire qui serait rassurante, mais j'ai quand même le sentiment d'un aveu d'échec, en tout cas un aveu d'impuissance vis-à-vis du risque terroriste, parce que cette information-là arrive notamment après un week-end très chargé. En faisant un joli jeu de mots, il y a un problème de mise en scène, S-E-I-N-E, avec ces Jeux Olympiques. Non seulement pour la cérémonie d'ouverture, puisque on nous dit depuis le démarrage qu'il n'y aura aucun problème. Alors, bien entendu, on voit que s'il y a une menace terroriste, il va falloir passer à un plan B ou d'autres, mais il y a aussi un problème sur la scène, c'est cette baignabilité. On a l'impression, moi je me demande, est-ce que la scène ne serait pas finalement l'élément un peu perturbateur de cette cérémonie Jeux Olympiques, et même des Jeux Olympiques tout court. Parce que si on croit qu'on va faire nager des champions olympiques ça, dans c'est un autre sujet, Franck, dans l'état dans lequel elles sont, on en a parlé dans l'édito précédent, mais je le redis, merci de le rappeler. Je suis militant maintenant. Mais moi je pense que lorsque il y a 5 ans avait été décidé de faire cette cérémonie d'ouverture, on l'a bien vu, le monde a changé en 5 ans. Et ce qui pose problème, et encore une fois, je ne critique pas le bien fondé ni l'investissement du comité d'organisation des Jeux Olympiques à mettre en place cette chose. Ce qui me fait un peu peur, et je l'ai vu d'ailleurs dans le titre du Parisien de lundi matin, c'est qu'il avait été annoncé qu'il y avait une volonté de faire compliqué ou de faire difficile pour que ça puisse marquer l'histoire. Mais il ne faudrait pas marquer l'histoire avec un attentat majeur ou avec un risque terroriste ou un risque de sécurité. Et surtout pas de déni de réalité. Surtout pour une grande compétition comme les Jeux Olympiques. À suivre pour les plans B et les plans C pour la cérémonie d'ouverture. Le président de la République l'a certifié, Aya Nakamura participera à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en images. La cérémonie d'ouverture, Aya Nakamura ? Écoutez, on verra au Final Cut ce que M. Joly décide, mais elle fera partie des artistes. Là aussi, j'ai parfois entendu beaucoup de choses. Ça vous a choqué ? Les réactions m'ont choqué, mais parce que je pense aussi il y a eu des réactions vraiment racistes. Et oui, bien entendu qu'il y a eu des réactions racistes, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une forme de gêne, alors que nous, ici, sur ce plateau, depuis des semaines, depuis le démarrage de cette polémique, non seulement on disait que Aya Nakamura méritait d'être là en tant qu'artiste la plus écoutée dans le monde, artiste française la plus écoutée dans le monde, mais que... il fallait le rappeler, toutes les réactions racistes, pour moi, renforcent encore plus son choix. Et sa présence. Et maintenant, de noyer, on va dire, sa présence auprès d'autres artistes, pour moi, c'est peut-être une erreur de communication, parce qu'on a l'impression de se dire, bon, ok, on va la garder. C'était prévu, Franck, je crois que c'était prévu. Plusieurs artistes devaient intervenir. Oui, mais en termes de message, il faut dire, écoutez, oui, mais en termes de com, c'est important de dire, Aya Nakamura participera et représentera la France, chantera en tant qu'artiste, point. Alors, pas besoin de parler des autres, parce que moi, je l'ai pris comme... Bon, c'est une parmi d'autres. Donc, en gros, on noie le poisson, et moi, j'ai pas noyé le poisson. Probablement que l'information principale, en fait, qui avait fait polémique il y a une quinzaine de jours, était plutôt de voir Aya Nakamura chanter du Edith Piaf. D'accord ? Et c'était choquant. C'était le mélange entre les deux qui avait posé question. Enfin, pour moi, je trouve ça absolument pas choquant. Zaz, pas du tout. Bien Edith Piaf et ça pose problème à personne. Donc, j'ai le sentiment quand même que le président de la République a bien insisté sur le fait que l'élément raciste qui avait été souligné autour de Aya Nakamura est un incident qui est clos. On a réglé la question. Maintenant, aujourd'hui, voilà, on va pas faire une salade d'une chanteuse qui est encore une fois franco-malienne et qui est la chanteuse la plus écoutée, la chanteuse française la plus écoutée au monde, qui participera aux Olympiques. Mais puis on a oublié quand même qu'il y a 40 ans, une femme de couleur noire qui s'appelle Grace Jones a rendu populaire la plus grande chanson de Edith Piaf, il s'agit de La Vie en Rose. La version de Grace Jones est la plus écoutée dans le monde, beaucoup plus que celle d'Edith Piaf. Donc encore une fois, c'était il y a 40 ans. Et on revient 40 ans après avec
des polémiques qui ne devraient jamais exister dans un pays qui accueille en plus le monde entier pour les Jeux Olympiques. Donc c'est pour moi un petit bad buzz qui aurait dû durer à peine une journée, qu'on est en train d'étendre à une affaire d'État. Il faut que cela s'arrête. Donc Aya, oui, méritera de chanter pendant les Jeux Olympiques à Paris, et c'est une très bonne nouvelle. Voilà, à suivre pour le mois de juillet. Les Jeux Olympiques, et surtout l'athlétisme, passera du rouge au violet. Je veux bien entendu parler de la couleur des pistes d'athlétisme. Alors c'est vrai que c'est un choix surprenant. Pourquoi choisir le violet alors que le rouge semblait convenir à peu près à tout le monde? Encore une fois, c'est parce que le violet est dans cette charte graphique globale des Jeux Olympiques de Paris 2024 et qui a une volonté de cohérence. Alors, moi je suis, c'est pas publicitaire qui va vous dire le contraire, un amoureux des marques, un amoureux de la cohérence, surtout quand ça a vraiment du sens. Maintenant, est-ce que le fait de passer du rouge au violet peut changer quelque chose dans la tête des sportifs? Est-ce qu'on va être moins rapide ou au contraire plus rapide? Est-ce qu'il va y avoir peut-être un problème de la couleur par rapport à son mental? On sait que le rouge intervient sur quelque chose de plus fort, de plus colérique, de plus dynamique, de plus péchu. Est-ce que le violet va pas calmer les choses? Franck, moi voilà, revenons à ce débat. Le tartan en général, c'est pas forcément rouge, hein, c'est plutôt ocre, un peu comme la couleur de terre battue de Roland Garros. Hein. C'est issu de la cendrée à l'origine sur les pistes d'athlétisme jusqu'en dans les années 68. Hein, je crois que la première piste en tartan, c'était en 68 à Mexico. Avant, on était sur la cendrée, donc c'était une piste... La terre battue. Une terre battue où on faisait son trou pour caler ses chaussures. Avec la truelle. D'accord. Là, aujourd'hui, on a des pistes en tartan qui ont un certain rebond. C'est vrai qu'en règle générale, la couleur est plutôt ocre. Effectivement, elle a été rouge à Tokyo pour les JO 2020, qui, je le rappelle, ont été organisés en 2021. D'accord. Alors, petite recherche, cette piste a été conçue par une société qui s'appelle Mondotrack EB, et le petit twist par rapport aux pistes et aux tartans habituels, c'est qu'elle utilise des coquilles de moules, je précise bien des moules, comme les moules frites, hein, des coquilles de moules pliées pour baisser le taux de matière issu du pétrole. Donc on est éco-responsable, premièrement, et on est sur une couleur qui, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, revient sur la charte graphique des Jeux Olympiques Paris 2024 avec le vert et avec le bleu. Mais voilà, on est un petit peu dans la tendance. On a une piste qui, à mon avis, aura un très très bon rebond. En tout cas, la couleur ne changera a priori rien. Et le test a été fait dans le stade. Il se trouve qu'il y aura deux couleurs de violet, une couleur un peu claire pour la piste d'athlétisme et les 8 couloirs, et un peu plus foncé pour les zones mixtes, d'accord. Voilà, ce sera une originalité de plus. Oui, mais je sais très bien que la couleur a une importance, d'ailleurs dans la couleur des vêtements qu'on porte, dans les objets que nous avons, a une importance sur notre comportement. On le sait très bien, sinon il n'y aurait pas de couleur. Et dans la colorimétrie, c'est vrai que le rouge, c'est une couleur un peu sanguine, un peu... C'est très corrida, ce que tu dis. Mais c'est prouvé. Beaucoup de psys ont fait des études là-dessus, et ont prouvé que certaines couleurs favorisaient peut-être un engagement un peu plus masculin d'ailleurs que féminin, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette volonté des JO, avec ce logo qui représente un sublime visage féminin, de féminiser un petit peu aussi le look global des Jeux Olympiques? C'est vrai que le rouge, en général, est un peu plus masculin que le violet. Deuxièmement, est-ce que ça va avoir un impact sur le mental des sportifs? Je ne peux pas croire que ça n'en est pas. Maintenant, j'aimerais bien demander, il faudra qu'on le fasse peut-être pour la prochaine émission, demander à un psy qui nous dise, voilà, est-ce que dans la colorimétrie, il y a des couleurs qui sont plus favorables à des sports extrêmes ou à des sports... comme les sports de compétition, on parle d'athlétisme, où ça joue à un centième près, un millième près parfois. Est-ce que ça peut avoir un impact? C'est ça qui sera assez intéressant. En tout cas, impact marketing certain, parce que Mondotrack aura le loisir d'avoir son tartan violet pour 46 des 48 compétitions d'athlétisme qui auront lieu au Stade de France. Donc, quelque part, si cette couleur plaît et si vraiment elle fait jurisprudence par rapport à l'ocre ou par rapport au rouge que nous avions précédemment et notamment à Tokyo, ça risque d'être une super belle affaire commerciale pour eux. Et il faut rappeler quand même un slogan que peu de jeux français connaissent, alors qu'il est connu dans le monde entier. Quand on parle de la France, les Américains disent « La France, vive la différence ». Et oui, c'est vrai que différence France, c'est toujours quelque chose qui nous est attribué. Donc c'est vrai que ces Jeux Olympiques, d'ailleurs, on a gagné les Jeux Olympiques de Paris, parce que la proposition était totalement différente. Transformer une ville en stade, c'est totalement différent. Savoir qu'on va faire, je crois, de l'escrime ou du judo au Grand Palais, c'est un truc de dingue, ou du beach volley. Ça avait déjà été fait en 1924. Hein. Oui, d'accord, mais sauf que là... par rapport à des jeux modernes, c'était complètement inouï de le faire aujourd'hui. Et je pense que ça va jusqu'au bout. Voilà pourquoi ils ont choisi la scène et qu'ils y tiennent, parce qu'ils savent que ça n'a jamais été fait, ça n'a peut-être jamais fait d'ailleurs, et jamais refait. Et deuxièmement, le code couleur, si on peut changer, on change. Okay, moi, ce que j'aime en tant que créatif,
c'est qu'ils veulent vraiment, il y a un directeur de création. D'accord, mais contrairement, qui se bat pour faire les choses différentes, et c'est bien. Contrairement à la scène où on risque d'avoir, et je l'avais évoqué il y a quelques semaines de cela, toutes les maladies qu'on peut attraper sur la scène ou dans la scène quand on s'y baigne, et notamment avec cette bactérie Escherichia coli que nous avions citée. Moi, je pense que courir sur un tartan violet sera bien sûr bien meilleur pour la santé des athlètes. Et j'attends de savoir comment est-ce qu'on va remplacer la Seine par des bacs d'eau, par la piscine de Ligny qui est pas loin, par exemple. Voilà. On pourrait rouvrir pour l'occasion. On a hâte de voir ce tartan violet sur la piste d'athlétisme du Stade de France. Nous rentrons finalement dans l'ère de l'intelligence artificielle et des maillots connectés. L'entreprise saoudienne Sela, qui est sponsor de l'équipe de football de Newcastle, vient de lancer un maillot absolument extraordinaire qui permet à des personnes sourdes présentes dans le stade de pouvoir ressentir quelque chose, même s'ils n'entendent absolument rien. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on voit d'abord la description de la technologie mise dans ce maillot, on se dit que c'est une très très bonne idée pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous permet de vivre en live alors qu'on n'a pas les moyens auditifs de le vivre, donc quand on ne peut pas entendre les hurlements, les cris, grâce à des vibrations. Imaginez des vibrations qui augmentent au fur et à mesure de l'ambiance. Donc ce qui permet à des personnes qui ne sont pas connectées par l'audition, par l'ouïe, de pouvoir vibrer en même temps que tout le monde. Donc c'est un maillot d'inclusion, et moi je dirais même, franchement, clairement, ça s'adresse pas uniquement pour les personnes dites valides, ne mettant bien entendu que les handicaps soient visibles, mais même pour tous les autres. Moi, j'aimerais le porter à un match pour voir si ça ne rajoute pas encore à mes sensations et aux émotions que je vais ressentir pendant un match. Pour les férus de termes scientifiques, c'est un dispositif haptique. C'est un système tactilo-kinesthésique, physique ou mécanique, éventuellement robotique, qui peut créer une communication entre un humain et une partie de son environnement, le cas échéant entre un opérateur et un environnement virtuel. Ce qui veut dire que, et on le voit aussi à l'écran, le maillot a 6 points de contact entre un micro, une source de data. On a un maillot extrêmement intelligent qui va en fait répercuter les sons et les vibrations du stade avec une manière peut-être un peu plus connectée, un peu plus codée pour la personne qui est sourde pour pouvoir ressentir quelque chose. Il ne suffira pas que la personne puisse voir si tout le monde se lève et applaudit, elle le ressentira parce que le maillot va vibrer, parce que le maillot va lui amener une certaine vibration et surtout une certaine émotion. Et c'est extraordinaire de voir que justement, et tu l'as dit tout à l'heure, dans l'inclusion, eh bien, on peut réunir pas simplement les sportifs handisport ou les paralympiques sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. Et je pense que ça devrait faire jurisprudence. Je le rappelle, Sela, S-E-L-A, donc c'est une entreprise saoudienne qui a été créée en 1997 et qui est spécialiste dans l'entertainment, dans le sport, pour justement connecter les personnes entre elles et par rapport à l'événement. Donc on est vraiment sur le maillot du 3e millénaire. Et quand j'ai vu ce maillot-là des Magpies, j'ai pensé forcément à ce que l'on voit souvent, vous savez, au foot américain, où dans le casque, vous avez un micro et le coach envoie au quarterback certaines informations pour certaines phases de jeu. Et bien là, il est peut-être possible, d'ici à quelques temps, à mon avis, pas si longtemps que ça, d'avoir peut-être l'information qui sera transmise par le maillot, avec un petit microphone. Alors, on a déjà les capteurs, les traceurs sur les maillots de rugby, de foot, pour savoir un peu le nombre de kilomètres que les mecs font, où ils se positionnent pour pouvoir avoir des datas qui influe sur la stratégie d'un match, et surtout pour comprendre pourquoi on a gagné, pourquoi on a perdu, pourquoi certaines phases sont bonnes ou mauvaises. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai toujours été pour la technologie utile à l'humain. On a à chaque fois eu très très peur que la technologie remplace l'humain. C'est exactement l'inverse. C'est toujours l'humain qui doit avoir la main sur la technologie pour justement apporter aux humains ce supplément ou d'âme, ce supplément d'émotion qu'il ne peut pas avoir dans la vie réelle. Donc pour moi, c'est un très bon sujet, pas seulement encore une fois pour les personnes dites sourdes ou avec des problèmes d'audition, mais pour les humains tout court, pour remettre de l'émotion positive par rapport au sport. Et on entend tellement de choses justement qui veulent atteindre ce merveilleux monde du sport avec ses valeurs olympiques, où normalement la politique doit rester en dehors, et quand on voit la politique qui rentre à l'intérieur et plein de problématiques qui n'ont rien à voir avec qui instrumentalise énormément. Qui instrumentalise, on se dit c'est bien que la technologie peut-être remette un petit peu d'ordre dans tout cela. Alors justement, ce qui est intéressant chez Sela, donc c'est un expert qui se dit expert dans les industries récréatives, j'aime beaucoup le terme, et quelque part ils ont atteint la quadrature du cercle dans leur opération
opération marketing, parce que non seulement ils sont sponsors des Mike Pike de Newcastle, mais surtout, normalement, ils sont le sponsor maillot. Ils ont fait disparaître leur marque au profit d'une association qui est la FNID, si on peut peut-être montrer l'image, qui est une association en soutien des personnes sourdes. Donc, quelque part, ils ont allié leur sponsoring à un vrai soutien à cette cause, qui est bien sûr juste, mais qui, à mon avis, fera jurisprudence, parce que un maillot avec un cerveau électronique, avec des modules, avec un software, avec un son analogique, avec un micro et avec une capacité de stocker des datas, c'est pas la première fois qu'on en entend parler, mais c'est la première fois qu'on va le voir directement appliqué pendant un match, et nul doute que le résultat sera extraordinaire. En tout cas, la cause est belle, la cause est juste, et je pense que cela ira loin dans ce qu'ils appellent, et je le cite, l'expertise des industries récréatives. Ah, ça j'adore, mais bravo à la technologie humaine. En remportant le match retour de Champions League à Barcelone, 4-1, le PSG a lavé un affront, celui de la remontada, en inventant la démontada. Et oui, aujourd'hui, peut-être que la marque PSG, qui avait été pourtant montée au nu puis massacrée à cause des résultats, va retrouver un petit peu de brillant, va retrouver peut-être une aspiration positive qui va peut-être l'amener, on l'espère, à son premier titre. Parce que c'est vrai que ce qui s'est passé mardi soir lors du match retour a, pour moi, effacé l'horreur que j'avais vécue en plus dans les tribunes du 6-1 de la démontada. Et c'est vrai qu'il y a eu de la remontada. Et à l'époque, on s'était dit, finalement, PSG est une marque magnifique, il y a des joueurs extraordinaires, ils ont un beau maillot, ils sont connus dans le monde entier, mais c'est une marque qui ne gagne pas. Voilà, alors c'est vrai que le projet QSI du Qatar depuis 2010, depuis le rachat 2011, pardon, depuis le rachat du Paris Saint-Germain, il y avait deux voies en fait, la voie marketing, la voie de la reconnaissance du Paris Saint-Germain dans le monde. Ça a été un succès incroyable. C'est vrai que lorsque vous voyagez, jadis on voyait des maillots du Real de Madrid, de Barcelone, de la Juventus de Turin, mais on voyait pas de maillot du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on voit le plus souvent des maillots du Paris Saint-Germain, avec Messi bien sûr, avec Neymar, avec Mbappé, mais en tout cas, le Paris Saint-Germain est sur la carte du monde du sport et du football. Par contre, d'un point de vue des résultats européens, on parle pas des résultats nationaux, des résultats européens, eh bien, le bas blessait. On avait eu une finale de Champions League, une demi-finale qui avait suivi, et puis surtout, en 10 ans, absolument rien. Et là, aujourd'hui, quelque part, le Paris Saint-Germain s'invite, entre guillemets, à la cour des grands. C'est vrai qu'on a lavé l'affront avec le Barça. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui dans le dernier carré, avec peut-être un tableau assez favorable. Mais si, quelque part, c'était peut-être à la fin de l'ère Mbappé, vu que Mbappé va quitter le club à la fin de la saison, est-ce que c'est peut-être à ce moment-là qu'on a le plus de chances au Paris Saint-Germain d'obtenir la Champions League? Ce serait d'abord un très très beau pied de nez au destin, mais surtout une belle fin et un bon départ pour Mbappé. Mais pour la marque et pour l'entreprise, pour la marque PSG, ce serait extraordinaire. Pourquoi? D'abord se retrouver en finale, on espère, parce que Dortmund est quand même le meilleur tirage, même si c'est sur un tableau qu'on pouvait imaginer. Mais pour la marque PSG, se retrouver en finale, déjà, ça montre que il n'y a pas de hasard, il y a une vraie construction, comme Chelsea qui a mis des années à avoir un titre. Oui, mais justement, comme Manchester City. Comme par hasard, là, aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'équipe sur le terrain, et même quand on voit le coach, on ne parlera pas de sport, on parlera vraiment du modèle économique et de la gouvernance, et l'équipe qui a été mise en place. Il y a 1 an et demi, il a été décidé, voilà, on arrête les stars. Et tout était centré sur Mbappé. Donc, Messi out, Neymar out. Et on se rend compte aujourd'hui que, franchement, quand on regarde l'entraîneur du Paris Saint-Germain, des fois on se demande s'il n'est pas un peu allumé, mais en tout cas il est allumé, c'est bien. Et d'ailleurs, il est effectivement un peu allumé, et manifestement il a réussi non seulement à réveiller les joueurs, mais pas simplement les 11 sur le terrain, il a réveillé son banc et son arrière-banc aussi. Et on le voit parce que les joueurs qui ont participé au match étaient remontés comme des pendules et n'étaient pas forcément sûrs d'être sur la feuille de match. Non, puisqu'il est intéressant pour la marque, encore une fois, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'elle redeviendra bankable. Elle doit faire sa meilleure saison cette année. Pourquoi? Parce que le départ d'Mbappé, c'est pas rien. Vous perdez le meilleur joueur du monde, vous perdez un espoir, vous perdez un joueur français en plus qui joue chez vous. Et quelque part, mon rêve, et le rêve de tous les fans du PSG, c'est de se retrouver face au Real de Madrid en finale et que, bien entendu, PSG l'emporte. Comme ça, il y aura une transmission d'un club à un autre. Et comme cela, PSG pourra rebondir. Parce que l'après Mbappé, on en parle, mais c'est très compliqué. Qui vous pouvez avoir après Mbappé? C'est très très difficile. Haaland, est-ce qu'il voudra venir au PSG? Pas sûr. Donc vous devrez
quoi qu'il arrive, rebondir avec, non pas peut-être un joueur, mais peut-être 3-4 joueurs qui vont créer une nouvelle équipe. Et c'est que c'est toujours mieux de rebondir avec une victoire qu'avec... Ouais, et ce qui est intéressant, et pour revenir encore une fois à la marque Paris Saint-Germain, à la marque PSG, c'est que là, on a vu un groupe, on a vu un club qui se battait sur le terrain. On a vu que dans les matchs couperets, ils étaient invités, et quelque part... Comme en 2020. Ça doit rester, parce qu'on le voit, les grands clubs sont en général ceux qui se comportent bien dans les matchs couperets, dans les matchs qui sont au-dessus des étoiles. Et le banc, on avait dit à chaque fois, il y a un problème de banc. Non, il n'y a pas de problème de banc maintenant à Paris, il y a un problème de gardien de but, ça c'est clair. On a dit qu'on ne parlerait pas de sport. Encore une fois, l'idée c'est que, in fine, quand on voit à la fin l'image, dès que, je ne sais pas si vous avez vu sur le terrain, c'était incroyable, dès que Mbappé marquait un but, il y avait un attroupement de journalistes et de photographes autour de lui, inouï, on a l'impression qu'on est en finale de la Coupe du Monde. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il y a peut-être un Mbappé qui était un peu en demi-teinte ces derniers temps, même si, parce qu'on s'attend toujours à ce qu'il fasse encore mieux, qui retrouve peut-être son vrai niveau, mais surtout celui qui plie les matchs, celui qui fait gagner le PSG. Et donc ce serait magnifique, et on le souhaite à tout le monde, et au sport français, et au football, que Mbappé puisse soulever la Champions League. Voilà, et on a hâte de voir la demi-finale, sachant qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain et la marque PSG risquent d'être notre fil conducteur jusqu'au mois de mai, et on espère jusqu'à la finale de la Champions League. Jusqu'au bout. Lors d'un match de football à Téhéran, les supporters ont défié le régime. Suite en images. C'était une minute de silence dans un vacarme assourdissant pour montrer que non, on n'a pas de minute de silence pour fêter la mort de responsables d'actions de terreur que sont les gardiens de la révolution iranienne. Voilà, on rappelle en fait, le régime des Mollahs a imposé aux supporters de cette équipe de football une minute de silence en l'honneur, entre guillemets, du général qui a été exécuté en Syrie par une frappe israélienne. Le 1er avril, c'était pas une blague. Et manifestement, il y a une grande différenciation de point de vue entre le régime des Mollahs et le peuple iranien, qui manifestent avec des trompettes pour une minute de silence. Mais les Iraniens, c'est un peuple de résistants à vrai, puisqu'il y a quelques mois, encore une fois, on leur avait demandé de lever le drapeau palestinien, ils avaient proféré des insultes qu'on ne pourra pas répéter à cette heure-ci, et vis-à-vis de notre public, mais en disant, votre drapeau, vous le mettez où je pense, et d'ailleurs, c'est tellement été où je pense qu'ils ont continué ce travail de résistance. Donc encore une fois, bravo aux Iraniens de résister. Alors, ouais, mais ça soulève quelque chose, et c'est vrai qu'on en a parlé avec Jimmy Gobis, on en reparle là maintenant. L'instrumentalisation du sport à des fins politiques, à des fins idéologiques. On le voit, le football et le sport en général, c'est une tribune absolument extraordinaire pour le meilleur, on l'a vu, l'olympisme, la trêve olympique, etc., etc. Mais ça l'est aussi pour des nations qui sont plutôt belliqueuses, qui ont plutôt des régimes totalitaires et qui veulent l'imposer non seulement dans le monde entier, mais aussi à leur population. Et on le voit, et c'est peut-être un message très encourageant dans le monde entier. Dites-vous bien une chose, c'est que le peuple iranien est aussi en résistance à l'intérieur de son pays avec le régime islamique. Il faut les soutenir. D'ailleurs, j'ai lancé un hashtag il n'y a pas longtemps, I Run for Iran, pour soutenir le peuple iranien, pour les aider à se débarrasser de ce régime totalitaire. Et je pense qu'on sera tous des supporters de ces supporters-là. On voulait vous remercier, vous dire à très bientôt. Embrasser aussi Pierre Fernandes, qui n'a pas été là, mais on a pensé beaucoup à Patois aujourd'hui. Et se dire qu'on vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures du sport business. À bientôt.